C'est à la fois du long terme et du plus court terme. Si je commence par le long terme, moi j'avais déjà fait un film sur des histoires de migrants, qui est mon premier film de fiction qui s'appelle Hope. Et Hope, ça racontait l'histoire d'un Camerounais et d'une Nigériane qui se rencontraient sur la route de l'Europe. Et le film se termine quand les personnages sont en vue des lumières de l'Europe, eux-mêmes étant en mer. Et quand j'accompagnais le film, beaucoup de gens m'ont dit « mais pourquoi tu racontes pas la suite ? Pourquoi vous racontez pas la suite ?» Peut-être qu'ils me... Ouais. On se tutoie pas forcément dans les projections. Donc pourquoi vous racontez pas la suite? Il faut faire la suite, il faut raconter ce qui arrive aux migrants ici. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup résisté à ça parce que mon désir de cinéma, il est venu avec mon désir de voyage. Moi j'ai toujours fait des films loin. J'ai fait des films au Vietnam, j'ai fait des films en Afrique du Nord, je fais un film en République centrafricaine. Et pour moi, à chaque fois quand je fais un film, c'est l'exploration d'un ailleurs. Et c'est quand je plonge dans cet ailleurs que je me sens bien en fait et que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à regarder et à raconter. Au Vietnam, j'ai fait des films en Afrique du Nord, je fais un film en République centrafricaine. Et pour moi, à chaque fois quand je fais un film, c'est l'exploration d'un ailleurs. Et c'est quand je plonge dans cet ailleurs que je me sens bien en fait et que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à regarder et à raconter. Et donc voilà. L'idée a fait son chemin très lentement, longtemps, et là je me suis dit, ah bon, j'aimerais bien raconter effectivement quelque chose sur une histoire de migrants à Paris. Et là arrive le confinement, le Covid 2020, et tout d'un coup, les rues se vident et on ne voit plus que les livreurs. On ne voit plus que les livreurs, il n'y a plus qu'eux dans la rue et ils sont tellement, eux qui sont un peu les invisibles, ils sont tellement visibles tout d'un coup. Et là il y a une sorte d'évidence pour moi que c'est un sujet pour moi. Parce que ces livreurs parisiens, pour les applications Deliveroo, Uber Eats, ils sont presque tous sans papier. Pas presque tous, mais on dit entre 50 et 80% sont sans papier. Donc je me dis tout de suite que ça veut dire qu'il y a toute une économie informelle par en dessous, qui est le genre de choses qui me passionnent, moi. Des choses qu'on ne voit pas, mais qui se devinent et qui sont par en dessous. Et puis on est à la rencontre entre une figure de migrant et puis... le capitalisme numérique le plus contemporain, le plus récent, la dernière forme d'exploitation, vraiment le dernier truc qu'on vient d'inventer pour exploiter les gens à travers ces applications. Donc il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Et puis il y a cet homme sur son vélo qui sillonne les rues de Paris. Et là je me dis c'est vraiment une figure de cinéma, c'est très excitant. Pour un cinéaste, filmer quelqu'un qui est à vélo dans les rues de Paris comme ça, qui va aller vite et qui va circuler d'un milieu à l'autre, promesse de plein de choses possibles. Alors les scènes de vélo, il fallait un dispositif particulier pour filmer le vélo. Parce qu'on ne peut pas filmer le vélo depuis une voiture, parce que les voitures elles sont arrêtées dans les embouteillages, alors que le vélo passe. On ne peut pas filmer le vélo depuis une moto, parce que les motos n'ont pas le droit de prendre les pistes cyclables. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le vélo en fait. Donc on filme le vélo depuis d'autres vélos. Donc il y a un vélo caméra, on emploie des sortes de vélos, ce qu'on appelle les vélos cargo, les vélos qui ont un grand bac à l'avant, où on met le chef-op dans le bac et puis on filme comme ça. Il y a un vélo pour le son, que généralement je conduis moi, et puis il y a l'ingé son à l'arrière qui est avec son tout dispositif, avec son antenne, et puis des micros partout sur le vélo, et des micros aussi sur la tête du chef-op, enfin, voilà, tout un dispositif. Donc tout un dispositif à la fois assez complexe et en même temps très roots, enfin avec des moyens très simples, quoi. Donc c'était 2, 3, 4 vélos pour suivre le vélo de jeu. C'est impressionnant ça. C'était très chouette à faire, assez compliqué, assez pas évident d'avoir une image quand même suffisamment stable pour être utilisable, mais très excitant. Et puis voilà, l'envie de base du film, de suivre ce livreur à vélo, c'est quand même l'envie qu'on soit vraiment dans la ville. Qu'on soit plongé dans la ville, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas la vie de la ville pour faire le film, qu'on soit plongé avec lui au milieu de la circulation, mais aussi au milieu dans un wagon de métro, qui soit un vrai wagon de métro qui roule, dans le RER, dans le bordel, pardon l'expression, mais dans le bordel de la ville. Parce que c'est ça qui est excitant dans la ville, dans filmer la ville, c'est le fait que ça bouge dans tous les sens, qu'il y a des gens partout. Les arrière-plans sont toujours passionnants parce qu'ici passe plein de choses, et pour ça il ne faut pas arrêter la vie. La grande difficulté finalement du cinéma de fiction, c'est d'arriver à ne pas arrêter la vie.
J'ai effectivement commencé avec le documentaire, mais dès qu'on passe dans la fiction, les problématiques sont très différentes. On a des exigences techniques qui font qu'on n'a plus du tout les mêmes dispositifs techniques, proprement dit. Et puis surtout, dès lors qu'on a des scènes qui sont écrites, et même si elles ne sont pas écrites mot à mot, elles sont préméditées, ces scènes, elles s'organisent, on fait venir les gens qui vont les faire jouer, on organise le réel, hein, forcément. Une fiction, même une fiction ultra réaliste comme celle-là, ne se tourne jamais vraiment comme un documentaire. Moi, je suis toujours avec une forme de nostalgie du documentaire, de l'époque où je faisais des documentaires et où le réel, il est donné. Il est là, il suffit d'allumer la caméra et le réel, il est là. Et il y a plein de choses passionnantes, et il y a plein de vies, et il y a des milliards de figurants gratuits, et c'est super. Mais la fiction, ça ne marche pas comme ça. Et une grande part de la difficulté de mon travail, c'est d'arriver dans l'économie de la fiction, avec les exigences qu'on cherche, qui ne sont pas tant les exigences techniques que les exigences narratives en fait, de devoir faire les scènes qu'on a imaginées, d'arriver malgré tout à garder quelque chose de la souplesse et de la liberté du documentaire. Je pense qu'il y a, indépendamment presque de l'histoire, il y a quelque chose qui se passe dans le film qui est du fait qu'on commence dans la livraison, donc sur le vélo, avec l'image étant elle-même sur le vélo, donc avec une forme de précarité qui donne, d'instabilité de l'image qui donne aussi une forme d'urgence. On commence comme ça très tendu. Je pense que même quand il se passe rien, le spectateur il est tendu parce qu'il a juste peur que le personnage se casse la gueule sur son vélo ou se prenne une voiture, tout ça. Et ça va vite comme ça, c'est la course permanente. Et donc je pense qu'on est toujours un peu tendu comme ça par le fait que c'est monté très sec aussi, qui fait qu'on est toujours dans une forme d'urgence. Et tout d'un coup, aux 2/3 du film, on arrive à l'Ofpra, on se pose et on va être dans une très longue scène où c'est complètement une autre grammaire de cinéma qui s'installe. On est dans une scène où les deux personnages, Souleymane et l'agent de l'Ofpra qui lui fait passer l'entretien, sont assis face à face, champ contre champ, découpage très classique, que de la parole, presque pas de décor, pas de mouvement de caméra. Et là, je pense que beaucoup du film repose sur le fait que cette scène arrive après un si long passage par une course effrénée où le spectateur est toujours un peu le ventre noué et n'a jamais un moment pour se détendre en fait. Dans tous mes films, j'essaie et celui-là sans doute encore plus que les précédents, j'essaie toujours de faire que mes films soient des films d'immersion, c'est-à-dire qu'on soit comme en apnée avec le personnage, qu'on soit très proche du personnage. Et ça tient au filmage, au découpage, mais aussi à la manière dont c'est écrit, où on lâche jamais le personnage, on est collé à lui. Donc on est très en immersion. Mais ça, au fond, c'est le projet du film, parce que parfois certaines personnes me disent c'est quoi le message du film. Bon, il n'y a pas de message, c'est pas un film qui est là pour délivrer un message. En revanche, c'est un film qui propose une expérience. Et l'expérience, c'est un peu comme tu dis, c'est-à-dire écoutez, on va passer 1h30 dans la peau de Souleymane. Donc en immersion, comme si effectivement on ressentait avec notre propre corps de spectateur ce qu'il ressent lui sur son vélo, dans le fracas de la vie urbaine, de la circulation parisienne et tout ça. Et d'être vraiment, voilà, c'est ça l'expérience que propose le film. On passe 1h30 dans les chaussures de Souleymane. La fin est ouverte parce que je trouve que les fins ouvertes font un peu travailler le spectateur. C'est bien de faire travailler le spectateur. Nous, c'est bon, on a bossé. Maintenant, au spectateur, un peu de travailler. Non, plaisanterie mise à part, j'aime l'idée que la fin ouverte laisse le spectateur avec des questions. Que plutôt que d'avoir comme on a souvent dans les mélodrames ou même, je sais pas, ou dans les comédies sentimentales où on prend le spectateur et on l'amène par toute une gamme d'émotions qui l'amène exactement au point d'émotion où on veut et que tout est bouclé à la fin. Le fait de terminer avec une fin ouverte laisse le spectateur avec plein de questions, peut-être même plein de frustrations. Hier, après la projection, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Mais qu'est-ce qu'il arrive en fait ? Il a ses papiers ou il n'a pas ses papiers ? Dites-nous !» Ben non, qu'est-ce que vous... Voilà, moi ce que j'aime, c'est que le spectateur il sorte en se disant « Mais au fond, plein de questions. Est-ce que je lui donnerai ses papiers, moi, à Souleymane ou pas ? Mais est-ce que cette femme de l'Ofpra, elle a le pouvoir de lui donner ses papiers ou pas ? Est-ce que notre société veut lui donner ses papiers ou pas ? Est-ce que le système le permet ou pas ? Est-ce que le système est bon ou est pas bien fait ? Voilà. Que ce soit toute une batterie de questions comme ça qui soit déclenchée par le film.
Parce que j'ai assisté à beaucoup d'entretiens à l'OFPRA pour me documenter, comprendre, pas comprendre, mais ressentir vraiment qu'est-ce qui se passait dans ces entretiens. Et j'ai assisté à beaucoup d'entretiens justement ressemblant à celui du film. Donc des entretiens avec des Guinéens qui racontaient tous qu'ils avaient appartenu au grand parti d'opposition, l'UFDG, et qu'ils avaient été persécutés pour ces raisons. Et je me souviens d'un jour où je vais assister, chaque agent de l'OFPRA fait passer 2 entretiens dans la demi-journée. Donc je vais m'asseoir dans la salle avec cette agente. Elle fait rentrer un premier candidat à l'asile. Et le monsieur, il avait les lunettes un peu cassées avec du recollect du sparadrap. Et ça, moi, tout de suite, je me suis dit, lui, c'est un vrai. Le sparadrap sur les lunettes, je trouvais que vraiment, ça lui donnait un air d'authenticité vraiment indubitable. Donc il raconte son histoire, puis il y avait plein de détails. Et on se dit toujours, celui qui est capable de donner des détails, c'est lui, c'est du vrai, quoi. Et il raconte toute son histoire et moi j'étais assez convaincu. Et puis l'agent de l'OFPRA, comme toujours, elle dit jamais rien, elle dit pas ce qu'elle en pense, elle pose ses questions, elle note son rapport et après les conclusions de son rapport, elle les enverra 2-3 mois plus tard. Mais elle ne dit rien de ce qu'elle pense pendant l'entretien. Elle ne fait que poser des questions et noter les réponses. Donc elle raccompagne ce monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur, avec toutes les formules officielles qu'on dit à la fin de l'entretien. Elle va chercher le 2e candidat de l'après-midi et elle le fait venir, un autre monsieur donc, qui arrive et qui raconte exactement la même histoire. Et là pour moi tout d'un coup je me dis ah ouais, mais en fait le premier candidat de la journée, moi j'étais prêt à acheter tout ce qu'il a raconté. Mais c'est vrai que maintenant où je me dis déjà en une journée j'en vois 2 qui racontent la même chose, si ça fait des mois que je travaille ici et que des récits comme ça, j'ai dû en entendre non pas 2 mais quelques dizaines, ça me donne une toute autre perspective sur ce que sont ces récits. Et en fait, voilà, ce que raconte le film là, c'est tout simplement que les candidats à l'asile, eux, ils ne sont pas dans une problématique morale. La question pour eux, c'est pas de savoir est-ce que j'ai le droit de mentir, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que c'est bien de mentir, est-ce que c'est pas bien de mentir. Eux, ils sont dans une stratégie de survie. L'asile, la demande d'asile est la seule porte qu'on leur ouvre pour sortir de cet enfer qu'est la vie sans papier en France. La vie sans papier où vous allez être le dernier des exploités, c'est-à-dire vous allez être doublement exploité. Par exemple, si vous êtes livreur, non seulement vous êtes exploité par l'application, mais en plus vous êtes exploité par quelqu'un qui vous sous-loue son compte. Donc vraiment, voilà, la vie sans papier, c'est une vie d'exploitation, de précarité, d'insécurité. Vous pouvez faire aucun projet parce que votre vie est sur du sable. Donc voilà, la seule voie qui s'ouvre, c'est demander l'asile. Donc évidemment, ils vont demander l'asile. Donc s'ils n'ont pas, eux, une histoire qui s'y prête, ils vont acheter un récit qui s'y prête.